Kutoye jiya lamini, kilelu toye jiya lamini. A toye jiya labo jeli dauntigi, toye jiya lamini. O makenya baka chen, arajo kilelu toye jiya labo. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Maliter. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de l'ensemble de réseau Clédou, bonjour à vous et bienvenue. Je vous parle en direct du studio Djeri Baba Abdoulaye Sissoko, depuis la belle île de la cité du Niger. Nous sommes dans le quartier sans fil, en commune de Bamako, dans le district, la capitale du Mali. Que vous soyez, en tout cas, homme ou femme, jeunes ou vieux, si vous êtes sur les 5 continents, vous pouvez nous copter selon les moyens que vous avez. Il est là. Il va tout à l'heure vous donner le timbre de sa voix pour la présentation du journal. Il répond au nom de Moussa Papa Abdoulaye Aïdara. Il est mon complice matinal. Ça s'appelle le journal Papa, n'est-ce pas? Bonjour. Tout à fait, Abdoulaye Ondan. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci beaucoup et merci de nous rejoindre sur les 101.2. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. C'est parti pour la première édition du Club. La coopération entre l'Allemagne et le Mali se fortifie davantage après la visite de la chancelière Angela Merkel au Mali. C'est au tour de l'ambassadeur allemand au Mali de réitérer l'engagement de son pays. À travers une conférence de presse hier, il a plutôt mis l'accent sur l'importance de la bonne gouvernance dans notre pays. En Gambie, Ousseynou Darbo est en liberté provisoire, comme les 18 personnes qui étaient jugées en appel avec lui, condamnées pour avoir participé à une manifestation interdite par les autorités en avril dernier. Les avocats ont mis en avant la situation exceptionnelle du pays, la victoire d'Adama Barrow à la présidentielle. Manuel Valls, désormais candidat à l'élection présidentielle française, quittera aujourd'hui ses fonctions de Premier ministre. Il se lance désormais dans la bataille de la primaire de la gauche. Un nouveau gouvernement français doit être connu dans les prochaines heures. Au lendemain du non massif des Italiens à un référendum constitutionnel, le président de la République, Sergio Mattarella, a demandé au chef du gouvernement, Matteo Renzi, de reporter sa démission afin de permettre l'adoption du budget 2017. Et ici au Mali, difficile reprise du procès d'Amadou Aya Sanogo. Il a été pour la 3e fois suspendu avec comme motif l'absence des témoins cités par le parquet général. L'audience devrait reprendre demain mercredi car le président de la Cour a demandé d'aller chercher les témoins de gré ou de force. On en parle juste après ce jingle. Et bienvenue à tous. Le procès Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés suspendus une fois de plus à Sikasso. La cour, constatant l'absence des témoins dans la salle, a donc suspendu l'audience dès son ouverture. Le procès doit reprendre demain mercredi 7 décembre 2016. Des précisions avec le procureur auprès de la cour d'appel de Bamako, Mohamed Lamine Koulibaly. Nous avons servi les citations, ils sont cités régulièrement. Ils auraient dû être là. Vous avez remarqué à l'ouverture, certains étaient là, ils étaient nombreux ici les témoins. Après, ils sont partis. Mais ceux-là qui sont restés à la date d'aujourd'hui, il y a 5 témoins cités par le ministère public qui sont là et qui sont donc prêts à témoigner. Maintenant, les autres, on va les faire venir. Voilà, le procureur auprès de la cour d'appel de Bamako, Mamadou Lamine Koulibaly, qui s'exprimait au micro de notre envoyé spécial, Mamadou Kane. Quant à Maître Aruna Touré, avocat de la défense, il pourra avoir d'autres reports. Les témoins sont obligés de comparaître de gré ou de force, suivant ses propos. Nous sommes qu'à la 3e et il pourrait y en avoir d'autres et les raisons sont objectives et juridiques. À ce stade, il a été simplement constaté que les témoins n'ont pas comparu alors qu'ils ont été régulièrement cités par le parquet. Et c'est normal que le président de la Cour, en accord avec la Cour, prenne une décision de faire comparaître ces témoins s'il le faut par la force. Qu'est-ce qui va se passer selon vous maintenant, les mercredis? Ils doivent comparaître, forcément. C'est du manu militari cette fois-ci. D'où vient la faute? Mais bon, il y a pas de, on ne va pas situer des responsabilités à ce stade. On dira simplement que des citations ont été faites, les gens n'ont pas voulu déférer aux citations. Mais toute personne qui a reçu une citation et ne comparait pas est en faute. Ce n'est pas forcément le parquet. En tout cas, ce procès ouvert depuis le 30 novembre est émaillé par de multiples reports pour de multiples raisons. Le public qui tarde à avoir un procès digne du nom s'impatiente et s'insurge contre ces reports, suivant certaines impressions à Sikasso.
Tout ce que moi j'ai compris dans ces procès, vraiment, ce n'est plus la justice, c'est la politique. Parce que ce que moi j'ai constaté encore, vraiment, c'est très très mal organisé. Honnêtement, on a une impression que ce procès a été mal organisé. Ça fait plus de combien de jours, plus de 3 jours. Chaque jour on vient. Après la comparaison des accusés, la cour se retire, 30 000, 40 000. Il disait que l'audience est suspendue jusqu'à 72 heures, 24 heures. On ne comprend rien. Souvent on dit que défaut de témoignages, défaut d'avocat, défaut de téléphone. C'est une histoire là. Depuis l'ouverture du procès le 30 novembre à nos jours, on assiste qu'à des suspensions. Donc, comme il l'a si bien dit, nous sommes dans un pays sérieux. Donc, les autorités doivent prendre vraiment des précautions par rapport à cette situation. Puisque le fait de suspendre à chaque audience, de suspendre l'audience, ça, c'est pas une bonne chose pour le pays. Donc, dans ce cas, les mesures doivent être prises. L'organisation doit être à la hauteur pour que les Maliens vraiment puissent assister vraiment à une audience vraiment de taille. C'est au-delà de toutes les patients. Il faut que les Maliens sachent qu'ils doivent être patients. Et l'organisation d'un procès, ce n'est pas la mer à boire. Il faut aller doucement. Il y a des exceptions soulevées par les avocats de la défense, les avocats de la partie civile, de la cour. Tout ça, ça demande un certain nombre de problèmes qu'il faut revoir avant que le procès lui-même ne commence. Donc on comprend un peu l'impatience de tout un chacun. Je crois que commencer déjà est un problème. La cour a commencé, c'est déjà un pas. Voilà, à l'instant, quelques publics qui s'exprimaient au micro de notre correspondant Zoumana Traoré, au micro de Zoumana Traoré donc. À Ségou, les élections partielles de Tomignan ont démarré le dimanche 4 décembre. Les opérations se sont déroulées normalement. L'URD et l'ADEMA s'affronteront au second tour. On fait le point avec Douba Dambélé. Au décompte final, c'est l'URD avec 33,90% et l'ADEMA avec 17,39% qui arrivent première et deuxième. L'URD a obtenu 12 677 voix sur 38 681 votants. Quant à l'ADEMA, il a obtenu 6 501 voix. 10 partis politiques ont pris part à ces élections partielles. Il s'agit de l'UR2, l'UD2, ADP Maliba, UMRDA Faso Djigi, Myria, ADEMA PASJ, PIDS, Parena, APM Maliko et le RPDM. S'il y a eu 38 681 votants sur 94 398 inscrits répartis entre 379 bureaux de vote, ces élections ont enregistré 1287 bulletins nuls et 37 394 suffrages exprimés pour un taux de participation de 40,98%. Par ce résultat, l'UR2 a dominé les débats dans les communes de Benena, Mandjaku, Timissa, Mafouné, Djora, Kula et Fangasso. Les communes de Saneku et de Lafiala sont les acquis de l'ADEMA PASJ. L'ID2, arrivée troisième, a quant à elle dominé les débats dans les communes de Ouan et de Tomignan. Il faut noter qu'il n'y a qu'une seule place à pourvoir au compte de ces élections législatives de Tomignan. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé. La coopération entre le Mali et l'Allemagne est au beau fixe. C'est ce qu'indique l'ambassadeur de l'Allemagne à Bamako hier devant la presse. Dietrich Berker a fait allusion aux différentes visites effectuées dans notre pays par les autorités allemandes, en rappelant les visites successives de la ministre de la Défense allemande, celle des Affaires étrangères, de la chancelière. Il dira que ces visites ont constitué un témoignage de la coopération entre son pays et le Mali. Nous l'écoutons. Faire un compte rendu de notre coopération en fin de l'année, parce que c'était une année vraiment spéciale pour l'Allemagne et le Mali, notre relation. Nous avons eu plusieurs visites hautes personnages. Par exemple, Madame la chancelière était la première chancelière qui était au Mali. Et ensuite, nous avons aussi augmenté notre montant de coopération dans le domaine de développement, mais aussi nous avons maintenant des contingents militaires, des soldats allemands
vraiment très élevé. 650 soldats allemands sont mis à la disposition de l'Union de la MINUSMA. Et aussi, nous avons un contingent de 200 soldats avec la mission européenne pour l'entraînement de l'armée malienne. Ça montre vraiment que cette année était en spécial et on a voulu tenir compte de cela. L'ambassadeur de l'Allemagne au Mali, Dietrich Becker, interrogé par Étienne Niaré. Actualité étrangère, le leader de l'opposition gambienne Ousseynou Darbo a été libéré hier par la cour d'appel de Banjul, une décision qui survient 3 jours après la défaite inattendue de Yaya Jammeh à l'élection présidentielle. C'est en chantant l'hymne national dans l'immense liesse de la salle d'audience qu'Ousseynou Darbo, sa famille et ses avocats ont fêté cette victoire judiciaire. En Ouganda, 11 ans après l'émission des mandats d'arrêt contre lui, Dominic Ongwen sera jugé devant la Cour pénale internationale à partir d'aujourd'hui. Enlevé à l'âge de 14 ans par les hommes de Joseph Kony dans le nord de l'Ouganda, l'enfant soldat était devenu l'un des commandants redoutés de l'armée de résistance du Seigneur, mais doit désormais répondre des crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les milices du gouvernement libyen d'union nationale continuent le travail à Sirte pour sécuriser la zone d'Al-Jiza, Al-Baria, dernier retranchement de l'organisation État islamique dans la ville portuaire. Le bureau médiatique avait annoncé hier lundi en milieu de journée avoir repris le contrôle total de la ville à l'organisation djihadiste, mais il reste quelques poches de résistance et la sécurisation continue. Au lendemain de l'annonce de sa démission, le chef du gouvernement italien Matteo Renzi a reçu quelques jours de sursis. Après un conseil de ministres qui a duré à peine 10 minutes, le chef de l'État Sergio Mattarella a pris acte de la volonté du jeune président du conseil de démissionner, mais lui a aussitôt demandé de reporter sa décision jusqu'au vote définitif de la loi des finances 2017, selon un communiqué de la présidence. Et en direct à la télévision depuis sa ville d'Evry au sud de Paris, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé hier qu'il serait candidat à l'élection présidentielle en mai prochain. Une annonce très attendue, d'autant plus que depuis le renoncement de François Hollande à se présenter en 2017, Manuel Valls a ajouté qu'il démissionnerait dès aujourd'hui de son poste de Premier ministre. Il veut ainsi mener le combat. Il espère rassembler, c'est sa responsabilité, a-t-il dit, et il a appelé chacun à faire un effort pour l'unité en disant « Ma candidature est celle de la conciliation ». Retour ici à Bamako, comment mettre fin à la pratique de la mendicité au Mali, la problématique au centre d'un forum national initié par le ministère de la Solidarité et de l'Action sociale. Cette rencontre regroupe l'ensemble des acteurs de la défense des droits des enfants. Selon le secrétaire général de la coalition malienne des droits des enfants, il ne s'agit pas de lutter contre les mendiants, mais contre l'exploitation économique des enfants. Gaussou Traoré s'exprime là-dessus. La lutte contre le phénomène de la mendicité ne peut se confondre avec une lutte contre les mendiants. Il s'agit de créer les conditions permettant aux individus abusant de la charité publique de se prendre en charge dans la dignité et le respect des droits humains. Il s'agit aussi de lutter contre l'exploitation des enfants sous toutes ses formes, allant de la mendicité des talibés que de l'exposition des bébés et jeunes enfants sur les voies et places publiques. Il s'agit aussi de prévenir la dégradation des conditions de vie des personnes âgées ou en situation de handicap, de femmes seules, chefs de famille sans qualification professionnelle et sans ressources pérennes. Il s'agit de faire prendre conscience aux parents d'enfants des risques auxquels ils exposent leurs enfants en les confiant à des maîtres coraniques pour des pérégrinations à travers le pays sans leur payer une contrepartie pour leur prise en charge éducative, alimentaire et sanitaire. Il s'agit enfin de prendre des mesures nécessaires à la protection des enfants en mobilité, livrés à la mendicité pour survivre tout au long de leur parcours migratoire. Au micro d'André Traoré s'exprimait à l'instant Gaussou Traoré, le secrétaire général de la coalition malienne des droits des enfants. Il est 7h15, place à notre chronique santé du jour qui s'intéresse à la journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida. Le Mali qui veut éliminer le VIH-Sida d'ici 2030. À travers cette nouvelle déclaration politique, la question qu'on se pose, quelles sont les mesures à prendre pour y arriver? Fonta Diakité nous en parle.
Pour la première fois, la Journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée le 1er décembre en 1998. Elle avait comme thème un monde uni contre le sida. En juin 2001, les Nations unies se sont réunies pour adopter la déclaration de politique sur le VIH-Sida en intensifiant les efforts pour l'élimination du VIH-Sida avec l'objectif zéro. Qu'en est-il au Mali? Des éléments de réponse avec Malik Sen, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Donc les dispositions que nous avons prises au Mali, c'est vraiment de traduire cette résolution des Nations Unies en une déclaration de politique pour l'élimination. Vous vous souviendrez que le Mali a déjà une déclaration de politique pour la lutte contre le VIH-Sida. Et maintenant, nous devons transformer cette déclaration de politique en une politique d'élimination. Cette fois-ci, c'est plus précis. Les activités et les programmes que nous allons mettre dans l'élimination ne sont pas forcément ceux qui étaient là dans l'ancienne déclaration, mais les responsabilités n'étaient pas bien précisées. Qui doit faire quoi au niveau du secteur public, au niveau du secteur privé, au niveau de la société civile. Donc, lorsqu'on a un objectif à atteindre, il faudrait préciser justement les rôles et les responsabilités de chacun. Donc, il va y avoir cette déclaration sur les 15 années à venir. Mais maintenant, une fois qu'on a fait ceci pour les 15 ans, bien sûr, on ne peut pas faire un programme de 15 ans, mais on peut avoir une politique de 15 ans. La politique, c'est l'orientation. Maintenant, on va mettre en pratique cette orientation dans 3 cadres de 5 ans, 5 ans, 5 ans. 28 ans de lutte commune permettra au chef d'État d'accélérer la riposte pour lutter contre le VIH-Sida et mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Le Mali est-il prêt à atteindre ses objectifs? Le Mali est prêt, le Mali peut aller justement à l'élimination, le Mali doit faire une déclaration politique et c'est ça transformer en cadre stratégique. Nous sommes dessus, on est en train d'élaborer. Le cadre stratégique va finir dans 2 mois, au mois de février prochain, il sera prêt. Donc nous allons nous mettre en rang serré comme tous les autres pays, on prend des parts. Il ne faut pas que le Mali soit en retard, il faut que le Mali soit avec justement les pelotons de tête, particulièrement en Afrique où se trouve le plus gros malade du sida dans le monde entier. Dans le but de l'effectivité de l'élimination, l'objectif zéro a été décliné en stratégie d'intervention de 3 x 90 pour les 5 premières années, après 3 x 95 et 100% en 2030. Selon Malik Sen, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, l'atteinte de ces objectifs est un grand défi pour le Mali. Il y a des enjeux économiques qui sont là. Chaque année, nous mettons des milliards dedans dans les médicaments. Et lorsqu'on va éliminer cette maladie, ces milliards peuvent être réorientés vers la santé, vers d'autres secteurs de santé, vers d'autres secteurs sociaux, vers d'autres secteurs de développement. Cependant, notre pays doit faire face aux multiples ruptures de certains intrants pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Ces ruptures sont dues à quoi? Dans le cadre de l'UEMOA, nous avons une politique d'intégration avec les pays de l'UEMOA. Et dans cette politique d'intégration, il est dit que tout malade de l'espace UEMOA peut se faire soigner dans le dispensaire le plus proche. Il se peut que le dispensaire malien soit à la frontière, soit plus proche du Burkinabé de l'autre côté là-bas que le dispensaire de son pays. Donc il traverse la frontière, il vient se soigner ici. C'est le texte. Il se peut que le Malien, à la frontière nigérienne, soit plus proche justement du dispensaire nigérien, il peut aller dessus. Alors souvent, vous prévoyez dans votre zone 1000 réactifs et vous consommez 1200. Et donc ça crée justement des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Et là, nous avons été interpellés, lui et moi. On dit, vous avez pris une politique, vous devez assumer les conséquences. Et ils ont reconnu. Ils ont demandé à ce qu'on fasse une étude sous-régionale maintenant pour voir quel peut être l'apport de l'UEMOA dans ces zones frontalières. Pour pallier à ces insuffisances en général, et particulièrement la mise à la disposition des personnes vivant avec le VIH-Sida, le traitement ARV de première ligne, deuxième et troisième ligne, la mise en place d'un fonds national s'avère nécessaire. Malik Sen, secrétaire général du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Ça fait 5 ans déjà que nous parlons de la création d'un fonds national. Le fonds national est très avancé, les textes sont là. Il s'agit simplement de faire le dernier saut pour que ce fonds soit créé. Le Premier ministre l'a annoncé tout récemment à Montréal lors de la 5e reconstitution des fonds du Fonds mondial. Et nous pensons que l'année qui vient, le fonds national sera créé et qu'avec ceci, le Mali serait à la limite indépendant. Je ne dis pas que nous n'allons pas demander l'appui aux bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds seront toujours là pour nous accompagner, mais il ne faudrait pas que le gros du fardeau soit sur les bailleurs de fonds. Malgré les difficultés ça et là, le Mali a pu réduire son taux de prévalence de 1,7% en 2001 à 1% en 2015.
7h19, il nous reste encore une petite minute. On fait un clin d'œil à la météo. Le ciel sera clair à peu nuageux. Les vents seront de direction au nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudini, Gao, Kidal et Menaka, environ 5 km, et légèrement dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti, environ 8 km. Les températures seront sans grand changement sur l'ensemble du pays. À Bamako et environ, le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est faible à modéré. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension au cours de la matinée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 36 et 19 degrés. Voilà, 7h20, vous savez tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette édition vous a été présentée par Moussa Abdoulaye Papaïdara sur une mise en onde d'Abdoulaye Yandan. Ne décrochez surtout pas. Sékou Kone se prépare du côté de la rédaction pour le décryptage de l'actualité sportive. Et pour votre pensée du jour, parfois, il faut prendre des décisions qui font mal au cœur, mais qui tranquillisent l'âme. Mesdames, Messieurs, excellente journée à tous. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.